Vous avez dit un jour, j'aimerais qu'on parle de moi un jour, non pas pour mon argent, mais pour autre chose. Et ben voilà, c'est fait. La scène est venue à votre secours. Grâce à la scène, on parle de vous que pour la scène depuis au moins 1 an et demi. Ça fait 1 an qu'on s'aperçoit que... Non, j'ai l'impression qu'il y a un turnover dans les questions des journalistes aussi. Ils disent celle-là on l'a déjà posée, celle-là on l'a déjà posée. Et je pense que non, mais c'est important que maintenant on s'intéresse désormais à mon travail plutôt qu'à ma personne et à ce que j'ai pu représenter. Et j'assume tout à fait d'avoir représenté l'image de la téléfrique à un moment. Mais j'ai tourné cette page-là, comme vous avez pu le dire, je ne suis plus à Endemol, je suis juste animateur. Et vous êtes heureux sur scène, ça se voit, je suis allé voir le spectacle 2 fois. Merci, 2 fois c'est vrai. Certains me disent d'ailleurs que c'est le seul endroit où vous éteignez votre portable. Bah, j'ai pas le choix. Non, mais c'est vrai aussi que j'essaie de me désintoxiquer du portable. J'essaie de profiter un peu plus de la vie. Voilà. Alors, outre le plaisir que vous procure d'être sur scène, est-ce qu'il y a une petite démarche de bourgeois gentilhomme? J'entends par là, est-ce que la scène, vous êtes allé aussi chercher de la respectabilité en étant sur scène? Je suis pas allé chercher une quelconque respectabilité, même si... C'est dur à dire, hein, je comprends. Je sais, même si aujourd'hui elle arrive. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'aujourd'hui on me respecte un peu plus, j'en suis ravi et je ne vais pas cracher dessus, mais ce n'est pas ce que j'allais chercher. Et moi, le respect, c'est quand le public est dans la salle et qu'il est content, qu'il applaudit, qu'il se lève à la fin. Voilà. C'est marrant que vous disiez ça d'ailleurs parce que vous faites de grosses salles qui sont toujours pleines, c'est des 1000, des 1200 places. Donc je ne sais pas si c'est un souci que vous aviez, mais peut-être aviez-vous aussi besoin de pouvoir quantifier le succès? Probablement parce que je dois faire partie de ces artistes, j'en parlais avec le producteur de mon spectacle, qui est très... je surveille énormément ce qu'on appelle les jauges, le taux de remplissage. Parce que quand moi, pendant des années, on m'a dit tu fais 6, 7, 8 millions de téléspectateurs, c'est pas physique. Et là, j'avais envie de voir les gens. Et quand j'allais dans une ville, et quand je vais encore dans une ville, dans un théâtre de 1000 ou 1200 places, comme vous le disiez, s'il n'y a que 1100 places, je me dis mais qui sont les 100 qui n'ont pas rempli les derniers fauteuils? Et c'est ceux qui voient toujours la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, quoi. Mais non, on sent vraiment que, parce que vous avez animé les primes sur TF1, donc il y a quand même le culte de la performance. Et vous avez beau monter sur scène, qui est une démarche un peu plus artistique. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, la scène, on trouve ça plus noble que de faire de la télévision. Parfois, il y a des numéros de télévision qui sont très difficiles à faire. Ah ouais, moi Mais vous avez le souci de pouvoir justifier des résultats. C'est ça qui est Non, c'est pas ça. Un bon article dans l'IB, ça ne vous suffit pas. Il faut qu'il y ait 1200 places de pleine. Mais parce que moi, mon métier, je le fais pour mon public. Quand quelqu'un écrit un livre, il a envie d'être lu par le plus grand nombre. Quand quelqu'un compose une chanson, il a envie qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre. Quand quelqu'un monte sur scène, il voudrait que son spectacle soit vu par le plus grand nombre. C'est une hypocrisie très française de dire « Oh, c'est pas grave si mon disque ne marche pas ». Non, on a envie que votre émission, vous avez envie qu'elle soit regardée par le plus grand nombre, sinon on la ferait entre nous. Mais oui, non, mais c'est ça. Donc voilà, et comme en plus, il ne faut pas se mentir, je crois que quand on fait ce métier, en tout cas sur la scène, c'est parce qu'on veut aller chercher quelque chose, de l'amour certainement, ou une forme de rapport avec le public. C'est vrai qu'on se dit, bah, ce soir, je suis bien aimé parce que la salle est pleine. Et c'est peut-être débile de dire ça. Non, pourquoi ? Mais en tout cas, il m'est arrivé, comme tous les artistes qui ont démarré, de jouer dans des salles de 40 personnes. Et j'ai pris pratiquement autant de plaisir que dans des salles quand j'ai joué avec Gad dans un zénith de 5000 personnes. Et si c'était justement, là vous parlez de Gad, la jalousie qui vous avait fait monter sur scène. Vous êtes pote avec Semoun, vous êtes pote avec Gad Elmaleh, vous êtes pote avec Danny Boone. À un moment donné, pour faire vraiment partie de la famille, bien que vous êtes déjà très amis, bah, il fallait monter sur scène, quoi. Non, parce que nous sommes une forme de famille et une vraie amitié entre nous et chacun dans nos différentes disciplines. Si je dois être jaloux de quelque chose avec mes amis, c'est de leur talent. Parce que j'ai la chance d'être entouré d'amis extrêmement talentueux, mais c'est ce qui me fait grandir, c'est ce qui me fait aller de l'avant. Et puis en plus, j'ai une chance formidable, c'est que ce sont des éléphants de l'humour et je peux m'adosser à eux, ils me font gagner du temps et des années. Non, il n'y a pas de compète entre nous. Non, au contraire, ils sont contents, ils s'intéressent, ils sont toujours là quand j'ai besoin, ils viennent régulièrement voir le spectacle. Oh, Dieu merci. Avec eux, il n'y a pas de compète. Hein. Alors, il y a eu bien sûr quelques remarques désagréables sur le spectacle. Toujours. Stéphane peut en attester. À l'époque du Culture Club, ça m'est arrivé de vous défendre. Moi, j'ai vu le spectacle. Je ne vais pas dire que j'ai goûté à toutes vos blagues, mais en tout cas, techniquement, c'est irréprochable. C'est efficace, c'est bien joué. Vous tenez la scène, vous tenez le public. Merci. Vous avez mis. Il y a de l'argent aussi là-dedans, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure. Il y a un dessin animé incroyable qui démarre le spectacle. Bon, bah, c'était jamais vu dans le One Man Show. Certes, il faut avoir l'argent pour le financer, mais enfin, vous l'avez fait. On en voit un petit florilège, non pas du dessin animé, mais de quelques extraits de la scène. Je suis ta mère. Moi, je vois, j'ai mon copain Steve, il a trouvé des magazines sadomaso sous le lit de son fils. Eh ben, il a pas osé lui mettre une fessée. Demande si j'ai filmé l'accouchement. Non. Autant j'ai d'excellents films de la conception.
Tous les pères qui ont vécu ça pourront confirmer, je souhaite ce bonheur à tous les futurs papas qui sont dans la salle. C'est quand pour la première fois, votre enfant a quelques mois, il est en face de vous, et d'un coup, sans prévenir, il vous regarde droit dans les yeux, et il fait « Papa ». Profitez bien de cet instant, parce qu'il dure 15 secondes. Parce que moi, le mien, juste après, il a regardé la chienne, il lui a dit « Papa ». Qui se souvient de moi quand j'ai démarré la télé il y a 15 ans, quand j'avais 10 kilos de plus? Madame, ouais? Allez, vous sortez, ça y est. Il y a des fumeurs dans la salle? N'ayez pas honte, on vous voit pas. Il y a des fumeurs? Eh ben moi, je vais dire un truc que personne n'a jamais osé vous dire. Moi, je dis, il faut qu'on arrête de vous prendre la tête dans les lieux publics, dans les restaurants, qu'on arrête de vous emmerder un petit peu. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Non, c'est vrai, il faut être gentil avec vous, vous allez pas tarder à mourir quand même. Donc c'est un spectacle qui s'appuie beaucoup sur la vie quotidienne, ce que j'appelle un spectacle miroir, c'est-à-dire que vous nous racontez votre vie et à travers ça on s'identifie, vous nous racontez aussi un petit peu la nôtre. On y parle d'hypocondrie, on y parle de la mort, on y parle des juifs, on y parle de la jalousie, beaucoup du couple, et on y parle un petit peu d'Estelle malgré tout. Fallait-il que je sais pas, vous avez dû la mettre beaucoup derrière l'oreille, si vous me passez l'expression, quand vous étiez jeune avec les femmes, pour nous crier comme ça à la face du monde que vous avez la femme la plus belle du monde? Pas la plus belle, une des plus belles. Mais pour moi, c'est la plus belle. Ouais. Mais non, mais comme je suis allé sur scène pour essayer de me raconter, de dire aux gens tout ce que vous avez pu lire et entendre sur moi, c'est rien à côté de la réalité, bah, j'étais obligé de donner un peu de cette réalité, même si c'est, allez, on va dire même pas 5% du spectacle, mais c'est ce que les gens retiennent le plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est important. Je ne peux pas dire comment je suis tous les jours sans évoquer mes proches, ma famille. Je parle de ma mère, de mon fils, mais je raconte pas ma vie. Non, les gens vrai. sont persuadés que je raconte ma vie, mais ce que je raconte, au bout de 5 minutes, s'aperçoivent que c'est la leur. Ah, c'est ce que je disais, ouais, Voilà. c'est le côté miroir. C'est très bien. J'aime beaucoup cette phrase. Je vais la ressortir dans d'autres émissions. Je vous la donne sans copyright. L'amitié avec Gad, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a parfois un mimétisme incroyable avec Gad Elmaleh. Il y a des tout petits passages, Ouais, ouais. c'est très bref, pendant Ouais, 30 secondes, ouais. vous imitez hyper bien Gad Elmaleh, Ouais. si je peux me moquer. Je le prends comme un compliment. Ouais. Hein. Des fois, on me dit, c'est marrant, il y a un petit côté Boujna, des fois un petit peu côté de Semoun. Semoun, Ouais, ouais. des fois il y a un petit peu de Danny Boone, un petit peu de Gad. Eh ça ben, vous a moi, je nourri prends aussi, ça tout comme ça. des super compliments. Ouais. Mais c'est vrai que Gad m'a vachement aidé, boosté, coaché à certains moments, que j'avais Isabelle Nanty qui a mis en scène des spectacles de Gad et le mien. Et donc certainement qu'il y a des moments où on a l'impression, on se dit que Gad aurait pu la faire cette vanne. Et d'ailleurs lui-même l'a dit, il aurait pu la faire. Mais je suis très content, je revendique. Tant qu'on ne me dit pas qu'on retrouve du Bézu dans mes sketchs, ça va quoi. Le succès, ça a un coût, si je puis dire. C'est qu'il faut une condition physique irréprochable pour faire ça. Ça fait 1 an et demi, en plus de toutes vos autres activités que vous marathonnez un peu partout dans la France. Vous serez bientôt au gymnase à Paris. Ouais. Vous revenez à Paris, presque 9 ou 10 mois après la première fois. Ouais. Le prix de tout ça, c'est qu'il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, Ouais. mais il y a le reste quand même. Bah, le reste, ça se passe très bien. D'accord. Je vous rassure. Mais non, mais j'ai une condition physique. Pour garder votre femme, oui. c'est mieux. Comment? Pour garder votre femme, c'est mieux. Oui, oui, mais en général, toutes les femmes en général, hein, il faut, mais vous verrez. Et ce qui est important, c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Et en ce moment, je me sens frais, je me sens femme, je me sens bien, je me sens... Non, mais j'ai fait du sport. Là, ce qui est vachement bien, voilà, c'est que moi, je me suis préparé comme un marathonien. Je voulais vraiment pas être fatigué parce que mon spectacle dure 2 heures, vous l'avez vu. Mais ce qui est vachement bien, c'est qu'on perd beaucoup. On maigrit énormément. Et moi qui suis un obsessionnel du poids, c'est le seul métier que j'ai trouvé où à la fin du spectacle, tu peux taper des plats de pâtes comme ça, tu prends pas un gramme. C'est vrai que vous avez la ligne. Ouais, j'ai maigri beaucoup sur scène. 2 heures tous les soirs, 5 jours de suite, ça vous fait maigrir. J'ai lu quelque part dans les interviews que vous donniez, vous disiez j'ai longtemps cru que la réussite passait par le matériel et la Ouais. réussite professionnelle. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas le cas. C'est juste plus facile à dire une fois qu'on a gagné sa vie et qu'on s'est mis à l'abri. Exactement. Mais moi, j'ai grandi, mais je ne m'en plains pas et je ne cherche aucune gloire. Hein. J'ai habité dans un HLM, nous étions 4 dans un petit appartement et moi, mon obsession quand j'étais môme, c'était de quitter cette banlieue qui est une banlieue sympa, Massy-Palaiseau. C'est pas les banlieues qu'on décrit dans les journaux, c'est une banlieue très cool. Mais mon objectif, c'était de partir, de bien gagner ma vie, d'acheter une maison à mes parents. Et c'est ce qui était mon moteur parce que j'étais persuadé, je suis sûr que tout le monde est persuadé quand on est môme, qu'avec un peu d'argent, bah, la vie est un peu meilleure. Voilà. On a toujours raison quand on est enfant. Oui, exactement. Et puis la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que l'argent fait le bonheur. C'est hypocrisie que l'argent fait pas le bonheur. J'y crois pas une seconde. Vous êtes heureux alors? Moi, je suis très heureux. Vous pouvez pas savoir à quel point, mais pas uniquement pour ça. Et j'étais persuadé, ça a été mon moteur il fallait que je réussisse ma vie. Et c'est la réussite matérielle, c'est pas simplement l'argent, c'est d'avoir un métier, avoir une maison, pouvoir mettre les gens que j'aime à l'abri. Voilà. J'étais sûr que c'était ça la vraie vie. Moi, ce qui m'a toujours. Et je me suis aperçu que non.
Impressionné, je vous observe depuis longtemps et tout ce que vous faites, putain, mais vous pouvez pas rester une demi-heure tranquille en place. Parce que donc là, déjà, premier challenge, vous montez sur scène, ça marche, c'est tant mieux. Et puis vous dites, bah tiens, je vais faire autre chose. Alors je vais produire des films, tiens, comme Ardisson d'ailleurs. Tiens. Et maintenant, les animateurs de télé, ils produisent des films de cinéma. Oui, mais c'est pas en tant qu'animateur télé. Et puis, je suis pas producteur de cinéma. Je suis, comme on appelle ça aux États-Unis, des business angels. C'est-à-dire que je donne un coup de main à des gens qui ont du talent. Et j'ai rencontré un type formidable qui a beaucoup de talent et qui sera certainement un grand producteur de cinéma. Et ben, je lui donne ce coup de pouce, cet accompagnement que j'aurais aimé qu'on me donne, moi, il y a 15 ans quand j'ai démarré. Comment il s'appelle le nouveau Stéphane Courby, là, qu'on sache son nom? Il s'appelle Maxime Japy. Et donc, dans 10 ans, vous nous dites, la télé, ça sera terminé, ça sera que le musical, ma vie. En tout cas, ma vie, ça va être essentiellement le musical. Je ferai toujours de la télévision, ma petite dose, mais pour l'instant, il y a de la place un peu. Il y a un truc qui est très arrogant et je m'en excuse, mais quand on fait une émission de télé ou plusieurs qui marchent et on dit j'ai envie d'arrêter, c'est un peu méprisant pour les gens qui aiment les émissions de télé. Et dans mon cas, ils sont plusieurs millions. Et puis c'est aussi vis-à-vis des autres de dire oh là là, moi je vais arrêter la télévision. Non, je ne veux pas arrêter. Je veux changer mes priorités. Voilà. Mais je ferai toujours de la télévision et j'ai des engagements en plus. Et puis il y a du théâtre aussi qui va arriver, on le disait. Oui. Donc vous serez dans le dîner de con, dans le rôle que tenait Thierry Lhermitte dans le film. Oui, Pierre Brochand. Voilà, face à vous, Pignon, ce sera Danny Boone, mise en scène Francis Weber. Ouais. Et alors, je crois savoir que vous l'avez décroché de haute lutte ce rôle. Hein. Il a fallu bastonner. C'est-à-dire que quand Francis Weber a monté la pièce autour de Danny Boone, qui est un formidable Pignon, et je peux vous le dire parce que moi j'ai fait des lectures avec Danny, c'est extraordinaire. C'est difficile de se retenir de rire. Et puis il y a eu ce qu'on appelle des lectures, c'est l'équivalent du casting pour savoir qui allait être le Pierre Brochand. Et on m'a proposé d'y aller. J'y suis allé. J'ai été probablement le plus mauvais de tous les comédiens. Mais j'étais le mec qui avait le plus envie d'y arriver. Le plus décidé. Le plus décidé, le plus motivé, j'ai la sensation. Et c'est ça qu'a retenu Francis Weber. Et puis après, nous avons beaucoup travaillé ensemble, tout d'abord en tête-à-tête, puis j'ai pris une coach. Et puis nous avons fait un certain nombre de lectures. Et après la 4e, il a vu à la fois la marge de progression et l'envie, parce que c'est important l'envie dans ce métier. Et il a décidé que je serais Pierre Brochand. C'est tout vous, ça vous faites un premier casting, vous êtes mauvais comme un cochon, puis après, vous arrêtez pas là. C'est peut-être une maladie, je lâche pas l'affaire. Et c'est une maladie, je suis certain que ça peut être parfois dans ma vie privée un problème. Parce que tout n'est pas comme un business, tout n'est pas comme un challenge. On peut être cool, relax, détendu. Et moi j'aime bien, mais je crois que au lieu de me montrer du doigt, je parle de moi et de plein d'autres gens, on devrait aussi de temps en temps dire, ben voilà, les mecs, ils ont envie, ils arrivent de nulle part, je suis totalement autodidacte, j'ai fait aucune étude, j'ai rêvé de faire de la radio, et ben j'ai réussi à faire de la radio. J'ai rêvé de faire de la télé, j'ai réussi à faire de la télé. J'ai voulu faire du one man, j'en ai fait. Je rêvais de jouer avec Weber, je joue avec Weber. Je voudrais faire du cinéma. Ça paraît simple hein, quand vous le dites. Ça paraît pas simple, mais il y a beaucoup de chance, énormément de travail. Et puis la chance, elle s'appelle, ça tombe pas du ciel. Moi, aujourd'hui, on se souvient que des 5 dernières années, on dit que j'ai très bien gagné ma vie, que j'ai du succès, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, j'ai fait 11 ans de la radio à 4h30 du matin. Personne ne s'en souvient. J'ai galéré, j'ai mangé mon pain noir à un moment. Maintenant, la chance m'a souri. Il n'y a pas de raison qu'elle ne sourise pas à tous ceux qui ont envie de participer à cette aventure humaine qui est la vie, quoi. Il ne faut pas baisser les bras dans un pays très désespéré. Et moi, je pense que ça ne veut pas dire qu'il suffit de claquer des doigts. Mais simplement, quand on a envie d'y arriver, on a la chance dans notre pays d'avoir tous les éléments qui peuvent nous permettre d'y arriver. Voilà. C'est pas Sevran qu'il fallait qu'il prenne Sarkozy, c'est vous, franchement. Ouais, mais pourquoi pas d'ailleurs. Merci, c'était sympa de discuter avec toi, Arthur. Ça a été ? Ouais, très bien.